Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Chollet est avec nous ce soir, directeur général de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir messieurs. Bonsoir à Bertrand Puif, avec nous également en plateau ce soir, gérant action chez Fidelity. Bonsoir. Merci d'être là Bertrand. Et merci à Franck Dixmier de nous accompagner également. Bonsoir Franck. Bonsoir. Vous êtes directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. L'ambiance reste compliquée avec un message qui a quand même marqué les esprits la semaine dernière, le message de la Banque d'Angleterre. Qui a calmé quand même beaucoup de monde dans le petit monde des observateurs des banques centrales, pour en avoir discuté avec quelques-uns. Franck, le message simplifié de la Banque d'Angleterre, c'est que nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à normaliser, sans doute encore un peu, malgré une récession que nous voyons arriver en 2023. Et même la BOE prévoit 2 années de croissance zéro, 2023 et 2024, après un pic d'inflation attendu à 10% en fin d'année. C'est la première grande banque centrale d'un pays développé à signaler aussi clairement cette situation de corner, Franck. Oui, c'est le cauchemar des banquiers centraux, en fait. C'est... devoir normaliser une politique monétaire qui a été extrêmement accommodante pour les raisons qu'on sait. C'était un soutien quand même extraordinaire pendant la crise sanitaire, alors même qu'on a des vents de face d'une violence absolument inouïe. L'Europe en particulier est en première ligne face à l'invasion russe et ses conséquences, donc d'embargo, de restrictions qui pèsent sur les prix de l'énergie, mais pas seulement sur les prix alimentaires. Et pour revenir à l'Angleterre, au Royaume-Uni, s'ajoute le coût du Brexit. Bien sûr. Là, ils le sentent, ils vont commencer vraiment à le sentir dans leur chair. Un des effets majeurs, c'est sur le marché du travail. Ça crée une tension supplémentaire sur le marché du travail, faute d'immigration liée au Brexit. Exactement. C'est un des sujets qui fait que l'inflation endogène est plus importante, effectivement, au Royaume-Uni qu'en zone euro, par exemple, aujourd'hui. Donc, ils cumulent tout, en fait. Donc, tout coûte plus cher. Ouais. Et effectivement, pour un banquier central, il faut stopper la spirale, quelque part. Parce qu'avec une inflation à plus de 10%, on imagine bien que la spirale prix-salaire, elle est même totalement légitime, on peut la craindre, mais... il est évident que quand on a une perte de pouvoir d'achat de 10%, derrière, ça génère des revendications. Donc, ils ont dit clairement ce que tout le monde craint, en fait. C'est ce que craint aussi la Fed, c'est ce que redoute la Banque Centrale Européenne. On voit qu'il y a quand même des discours, un positionnement un peu différent. On va y venir sans doute. Oui, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est OK, le Royaume-Uni a ses particularités, le Brexit, il roule à gauche, etc. Mais c'est quand même un message, c'est un message pour l'ensemble des banquiers centraux aujourd'hui dans le monde, des banquiers centraux qui font face peu ou prou à cette situation décrite par la Banque d'Angleterre. Mais totalement. totalement. Non, mais... On a eu une déclaration de Kashkari aujourd'hui, qui est un banquier central américain, qui a identifié en fait le risque pour la Fed de devoir monter les taux et provoquer une récession si les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement continuaient face à la politique zéro Covid en Chine. Ouais. Donc, et c'est rare quand même qu'un banquier central exprime aussi clairement ses intentions et les risques. C'est le point. Et les risques, c'est quand même extrêmement frappant. Et quand vous regardez la résilience des break-even d'inflation aux États-Unis, c'est exactement le message que ça sous-entend. Il y a aujourd'hui, quand vous regardez les anticipations d'inflation, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis, sur toute maturité, ces anticipations sont toutes au-dessus du taux objectif des banques centrales. Oui. Toutes. Et le marché obligataire a bien conscience qu'il y a un ralentissement, une décélération attendue. Malgré ça, les break-even restent... extrêmement élevés. Extrêmement élevés. Le break-even 5 ans aux États-Unis, il est à 3,23. On a été à 3,5 très récemment. Et surtout, on a eu un emballement des anticipations d'inflation sur mars et avril, ce qui a fait réagir les banques centrales. Parce qu'effectivement, on avait un début de désancrage des anticipations d'inflation qui est porteur de risque. Ouais, c'est la dernière chose que veulent voir les banquiers centraux aujourd'hui. Comment vous regardez la situation ? Elle n'est pas nouvelle, mais évidemment, c'est le sujet permanent de
de discussion et qui guide d'ailleurs l'ensemble des dynamiques de marché, y compris sur les marchés actions. Est-ce que les banques centrales donnent le sentiment d'être en train de perdre le contrôle d'une certaine manière, Bertrand? Oui, clairement. Et puis, on parlait tout à l'heure de potentiellement une récession avec zéro. C'est un best case. Hein. Enfin, je veux dire, Oui, quand je dis zéro, c'est sur l'année et c'est même sur 2 ans. Donc, parce que le Covid a été surestimé, on ne va pas refaire l'histoire, etc. Les banquiers centraux, poussés par les politiques, sont avec des bazookas alors qu'il suffisait alors peut-être juste des pistolets. Bon, donc on a eu un truc sous amphétamine. Donc derrière, corrigé de -1, allons-y, disons-le, -1, honnêtement, ce ne serait pas non plus la fin du monde. Ce serait même une respiration peut-être plutôt saine. Le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, on a ce problème d'inflation que les banquiers centraux ont laissé traîner. Hein, ils n'ont pas été assez réactifs, clairement. Et je veux juste dire un élément historique, qui est que quand on a... Alors après, effectivement, le débat, c'est où va se stabiliser l'inflation. Mais imaginons un worst case où l'inflation se stabilise, alors évidemment pas à 8%, mais disons à 5%. Oui. Prenons les périodes historiques où on avait 5% d'inflation aux US. Savez-vous à combien étaient les taux longs, les taux à 10 ans? Ils étaient à 8. Oui, c'est ça, oui. Donc, même s'ils ne remontent pas à 8, mais ils remontent à 6, c'est catastrophique. Ouais. Donc voilà, on n'est pas forcément là lancé sur... on est lancé sur une piste, on n'arrive pas à s'arrêter, les freins, ils sont usés. On a déjà utilisé plusieurs fois pour éviter le mur. Voilà, après la question, effectivement, je pense que zéro, encore une fois, c'est un scénario que tout le monde espère. Oui. Mais voilà. Dans le cas de la Banque d'Angleterre, encore une fois, c'est zéro sur l'ensemble de l'année. Donc ça implique qu'on puisse passer par des moments beaucoup plus négatifs, bien sûr. Nous, on pense que la récession, elle sera plus dure que zéro. Clairement. Ouais. On ne va pas faire une pseudo-récession. C'est pas soft, quoi. C'est pas soft landing. Pas soft, clairement pas. Ouais. Le marché l'a escompté déjà un peu quand même. Quand on regarde certaines parties cycliques du marché action, ça fait un moment que certains stratégistes me disent, je sais pas, l'auto, ça se traite avec des PMI à 45 par exemple. Enfin, il y a l'idée de la récession est déjà intégrée quand même dans certaines parties du marché. Effectivement, le secteur de l'auto est un secteur spécifique puisqu'on a eu des problématiques d'approvisionnement qui ont fait que ils ne pouvaient pas produire pour d'autres raisons qu'une récession de la demande. Et donc, effectivement, ce secteur aujourd'hui est pricé proche effectivement de niveau de récession. Le problème qu'il y a, c'est que si on rentre effectivement dans un vrai bear market, il va y avoir une sortie des actions et donc ça va toucher tous les secteurs. Et donc les secteurs même qui sont pas chers vont être encore plus bon marché avant qu'ils rebondissent. On ne peut pas imaginer que l'auto, alors l'auto peut-être baissera moins effectivement, mais baissera que par rapport à d'autres secteurs. Mais dire qu'aujourd'hui on peut acheter effectivement certains secteurs parce qu'ils ont beaucoup baissé et ils sont pas chers. D'un point de vue global, c'est pas forcément évident. Voilà. Vous dites tout le marché a pas terminé de faire sa transition vers le nouveau régime moi macro. Qui suis value aujourd'hui, donc j'ai un peu d'automobile, mais j'en ai pas énormément. Je suis sous-pondéré et je reste surpondéré massivement sur l'énergie et sur les matières premières, parce qu'effectivement, dans un scénario de récession, pour d'autres raisons, ces secteurs-là devraient rester quand même bien orientés. Notamment si en plus les politiques un peu de relance des États, comme on peut l'imaginer, sont axées sur la transition énergétique. Clairement, ces secteurs-là, donc le gaz, l'énergie au travers du gaz, également les matières premières, donc tout ce qu'il faut pour construire des éoliennes, des panneaux solaires, des choses comme ça, tout ça, effectivement, ça va en bénéficier. Même dans le cas d'une récession plus dure que zéro, comme vous dites, Bertrand, il y a une telle tension, il y a un tel choc d'offres sur ces matières premières que vous dites que c'est un secteur qui pourrait continuer de surpayer. Parce que ça va vite sur le pétrole quand on tombe en récession. Hein. Là, ça perd 4% aujourd'hui. Alors, ça perd 4%. Partant de niveaux élevés. Non, mais quand même sur des niveaux relativement élevés. Certes. Il faut savoir aussi, si vous regardez le gaz, même c'est pire, le gaz est tombé, il était à 35, il y a encore dollars par MMBTU en Europe à 8, donc dans 15 jours, 3 semaines. Cependant, on est en train de rentrer dans la saisonnalité qui est négative pour l'énergie. Le vrai test, ça va être, on va dire, pour le gaz à partir du mois de juillet-août, parce que là, ils vont commencer à stocker. On va commencer à stocker en prévision de l'hiver. Donc là, on va voir si, effectivement, la Russie nous fournit ou pas et à quel prix. Et puis, quand on va entrer dans l'hiver. Parce que là, effectivement, on peut avoir à nouveau une flambée à un moment économique qui sera encore plus compliqué, sans doute qu'aujourd'hui. Oui, ce qui n'est pas un scénario à exclure. Il y a des échéances sur les paiements en roubles pour le gaz russe qui arrivent. Et le moment de vérité approche pour savoir si, effectivement, on pourra disposer d'un peu de gaz russe pour remplir les cuves cet hiver ou pas. Voilà, c'est ça. Bon, sur ces considérations, on peut revenir aux banques centrales. Et le phénomène de correction obligataire
qui ne s'interrompt pas. Oui, puis surtout le rythme. Alors, j'allais dire, je passais une bonne journée jusqu'à ce que j'arrive sur ce plateau. Je me trouve extrêmement pessimiste. Lise, toutes les bonnes nouvelles sont les bienvenues. Simplement, François. on a une banque centrale, on a des banques centrales qui courent après et qui ont perdu beaucoup de crédibilité. Il n'empêche, on ne peut pas leur demander tout et n'importe quoi. Alors, on avait tendance, sur les marchés, à admettre qu'il y avait un putsch général qui était celui des banques centrales. Effectivement, remonter les taux pour une banque centrale, qu'elle soit américaine ou européenne, ne fera pas plus de livraison de gaz, ne débloquera pas le canal de Suez s'il est bloqué, et ne libérera pas les ports chinois qui sont bloqués. Donc, la Banque centrale ne peut agir qu'à la mesure de moyens qu'elle a, qui sont conséquents, mais elle ne peut pas lutter contre cette forme d'inflation-là qui nous arrive, et dont les répercussions commencent à se sentir un peu partout. Effectivement, les deuxièmes tours sur les salaires, sur l'immobilier, on voit encore des prix qui continuent à monter. Donc tout ça est une réalité. Il n'empêche que le rythme de hausse de taux qu'on a vu et le krach qu'on voit sur les marchés du crédit sont assez inédits. On blaguait avant l'émission de mon âge. Objectivement, c'est 2 fois l'ampleur de ce que j'ai connu en 94. D'accord. Et en 3 mois, pas sur une année. Donc c'est massif ce qui se produit. Et y compris en Europe, on voit la plupart des fonds obligataires entre -6, -7 depuis le début de l'année, qui n'étaient pas du tout le chemin sur lequel on pouvait les imaginer, en tout cas en début d'année. On aurait imaginé peut-être en fin d'année, mais avec le portage qu'on avait en termes d'auto, ça aurait quand même permis de faire une addition un peu moins douloureuse. Là, l'addition, elle fait très mal. Et quand vous avez des profils de gestion, on va dire, un peu équilibrés, je me retrouve aujourd'hui avec quasiment autant de contributions négatives liées aux poches obligataires qu'aux poches actions sur lesquelles j'avais très bien géré. C'est quand même significatif dans les comptes rendus qu'on peut envoyer aux clients, de montrer que même si on a été assez prudent et qu'on a plutôt bien alloué avec des typologies de gestion value qui ont largement surperformé les premiers mois de cette année, si on avait plutôt surpondéré les États-Unis et pas forcément le Nasdaq, si on arrivait à faire des choses. Là, sur la partie obligataire, on n'arrive même pas à rattraper sur la partie obligataire en dollars ou internationale, parce que là aussi, on se fait rattraper. Les gains de change sont perdus par les performances des sous-jacents. Et puis sur la partie euro, je vous dis, les performances à -6, -7, quand c'est un tiers de la constitution d'un portefeuille équilibré aujourd'hui, c'est assez compliqué à rattraper. Donc on a un marché qui est effectivement difficile, qui pour moi n'est pas totalement déraisonnable dans ses mouvements. Les corrections se font quand même encore en bon ordre. Il n'y a pas je ne vois pas de carnet vide, je ne vois pas de vent de panique, je ne vois pas ce genre de choses-là. Ce que je disais en titre, du stress, oui. Il y a du stress. Pas de panique. Et il y a des départs en ordre rangé de certains secteurs, de certains arbitrages que l'on voit. Je dirais que ce qui a été le plus pénalisé et qu'on retrouve, c'est tout ce qui était avec des PE élevés, qu'il s'agisse des valeurs technologiques, qu'il s'agisse des valeurs de luxe, des valeurs de croissance, tout ce qu'on peut qualifier sur cette typologie-là. Et c'est bien naturel parce que leur sensibilité à une hausse des taux dans les modèles de valorisation, elle est critique. C'est très cohérent. 1% de hausse de taux dans un calcul de DCF, c'est majeur quand on applique le discount. Et en revanche, sur la partie, on va dire, un peu plus value, si tu es l'automobile, mais enfin, je veux dire, les taux d'intérêt sur un Peugeot qui se paye 3,5 fois les bidas, ça n'a pas vraiment un impact direct pour l'investisseur. Donc c'est plus une appréciation d'un niveau de risque sur l'économie et sur la capacité à délivrer. Donc on a un marché qui réagit de manière assez cohérente. Et le sentiment, c'est que oui, cette fois-ci, peut-être qu'on ne peut pas se retourner exclusivement vers les banques centrales pour trouver une solution. Je vous le confirme. Il va falloir qu'on se débrouille un petit peu avec les moyens du bord. Une autre ceinture de sécurité, là. Oui, dans ces cas-là, il n'y en a pas 36, c'est la valeur des actifs que vous possédez et leur qualité. Donc peut-être revenir vers des entreprises qui ont peut-être un peu moins de croissance, mais beaucoup plus de visibilité, qui ont la capacité à retranscrire les hausses de prix, qui ont la capacité à adresser de manière internationale un certain nombre de clients importants, de façon à pouvoir bénéficier des différences de croissance qu'on va pouvoir retrouver sur les différentes zones. Bref, peut-être que ce sera le retour vers de la qualité, entre guillemets, à prix raisonnable. Et on commence à retrouver un grand nombre d'entreprises qui retombent dans ces poches-là, y compris si on corrige les multiples de la remontée des taux et d'une prime de risque qui commence à redevenir payée sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut dire alors
du positionnement des gros acteurs obligataires aujourd'hui. Le fait que la correction ne s'arrête pas, parce qu'on en parle depuis un moment, mais on voit bien qu'on marque toujours des plus hauts sur les rendements, sur les taux, etc. On enfonce à chaque fois tous les niveaux un peu symboliques, clés que tout le monde a en tête. Il y a beaucoup de leviers à purger. Est-ce que quand même le positionnement des obligataires est un peu plus cohérent avec les prix qu'on retrouve aujourd'hui? J'entends quelques obligataires qui me disent ça peut commencer à redevenir intéressant sur certaines parties de courbe, sauf que la correction continue quand même. Oui, donc effectivement, on a eu un repricing majeur de toutes les anticipations de hausses de taux des banques centrales. La zone euro n'a pas été épargnée, puisqu'il y a à peu près 100 BP quand même pricés sur un an, ce qui est quand même assez musclé comme anticipation. Et ça s'est accéléré, disons, sur les dernières semaines, réellement. Ce qui est intéressant, vous mentionniez la performance très négative du marché du crédit. En fait, quand vous regardez le marché du crédit, il a fait pareil qu'un indice obligataire large. On est à peu près à moins 9%, à moins 8, moins 9% depuis le début de l'année. Le marché du crédit, il est parti tôt, en fait, dans sa correction. Et ça ne nous a pas trop surpris. On a des marchés du crédit qui sont souvent en avance sur les marchés d'actions. Mais je dirais que la première vague d'écartement des spreads a été plutôt nourrie par un sentiment un peu technique que les marchés actions étaient en lévitation. Enfin, nous, dans nos comités d'investissement, c'est comme ça qu'on qualifiait la valo des marchés actions en début d'année. On les trouvait extrêmement chers. Et donc, on craignait vraiment des pics de volatilité. Et on a une corrélation assez forte entre volatilité actions et crédit. Et c'est aussi pour cette raison qu'on était short massivement sur le crédit. Maintenant, ce sont les fondamentaux qui rattrape les éléments techniques. Et là, ça devient un peu plus sérieux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les niveaux des spreads, on est sur des niveaux qui correspondent à des récessions, historiquement. On a à peu près 5,5 de rendement sur un univers high yield européen, pour une version relativement courte, de 4 ans. On a 2,30 de rendement sur un univers investment grade. Et il faut ramener ça à des niveaux de spread. Mais encore une fois, au niveau des spreads, on est sur des niveaux de récession. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est qu'on a énormément de difficultés à mettre un cadre sur ce qui nous attend en termes d'évolution macroéconomique. Et on sous-estime, sans doute encore aujourd'hui, l'impact inflationniste et l'impact récessif de tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui va se passer. Si on parle d'un embargo sévère sur le pétrole russe, le baril, il ne va pas rester là où il est. Et si vous stressez un peu dans vos scénarios un prix du baril à 200-250 $, peut-être en pic, sachant que ça, c'est le prix de base. Après, quand vous prenez les composantes les plus raffinées, vous arrivez à des taux d'inflation potentiellement extrêmement élevés. Et ça, c'est une taxe directe sur le consommateur. C'est extrêmement stressant pour les investisseurs. Et donc là, on a une boucle récessive qui s'enclenche et qui peut être extrêmement sévère. Et c'est ce que le marché du crédit nous dit aujourd'hui. Donc, on est encore très méfiant. Oui, je comprends. Peut-être qu'à ce stade, il y a une anticipation mal calibrée de la part du marché du crédit, ou peut-être qu'effectivement, c'est un indicateur avancé. On est sorti de la phase de déni total complète d'il y a quelques mois, mais vous dites qu'il y a encore un peu de chemin à faire peut-être pour être cohérent avec la l'éventail des réalité. prévisions des grands organismes ou des grandes contreparties, les Goldman et autres, c'est assez édifiant en fait. On a un univers des possibles qui est très large. Et juste sur la fonction de réaction de la BCE, c'était un commentaire qui était fait par Joachim Nagel, le patron de la Bundesbank, au lendemain justement du message délivré par la Banque d'Angleterre. Je puis dire, il y a deux choix. Vu la situation décrite par la Banque d'Angleterre, la BCE va se dire, oulala, il faut que je sois prudente parce que moi, je suis aussi dans une situation compliquée, n'y allons pas trop vite, n'y allons pas trop fort. Non, c'est évidemment la conclusion inverse qui est tirée par le patron de la Bundesbank, c'est la fenêtre de tir est déjà en train de se refermer, il faut y aller le plus vite et le plus fort possible. C'est ce que vous comprenez aussi C'est ce que je comprends et c'est ce que je souhaiterais. Oui. Parce que cette séquence est absurde. Lier les hausses de taux à l'arrêt des achats d'actifs, c'est absurde. On ne traite pas la même chose avec des achats d'actifs et des hausses de taux. Enfin, on pourrait développer. Oui, mais je n'ai pas l'impression qu'ils remettent en cause la séquence. Pas à ce stade. Pas à ce stade.
Prochaine réunion le 9 juin. Sur les marchés actions, encore une fois, Bertrand, alors le thème de l'énergie, ok. Jusqu'à quel point est-ce qu'on prend le risque de voir une partie des profits de ces groupes captés par l'action publique, pour dire les choses. Non, mais ça rentre en compte quand même dans le cas d'investissement aujourd'hui, j'imagine. C'est-à-dire que les profits des sociétés pétrolières, à un moment donné, une super taxe. Pétrolières, énergétiques, fossiles, renouvelables ou autres. Tous les gouvernements en Europe sont en train de regarder des taxes. Je crois qu'il y a déjà une surtaxe qui a été maintenue, voire prolongée en Italie par Mario Draghi. Il y a des discussions en Espagne avec Iberdrola, etc. Enfin, on voit bien qu'il y a une pression politique là qui s'agite autour de ces groupes. C'est vrai qu'une taxe comme ça pourrait arriver. Après, je ne pense pas qu'elle soit très importante. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les groupes énergétiques, en particulier dans le pétrole et le gaz, sont les premiers à investir dans la transition énergétique. Donc si vous voulez taxer de manière disproportionnée, alors qu'un élément fondamental, encore une fois, à mon avis, des plans de relance futurs qu'on verra, et qui est déjà un plan aujourd'hui de soutien aux économies, qu'il a été pendant le Covid, c'est effectivement la transition énergétique. Les premiers acteurs sont les compagnies pétrolières et gazières. Donc bon, les surtaxer... Et de toute façon, ça ne fait pas disparaître le problème, puisque le problème, c'est les politiques qui l'ont créé avec cet embargo vis-à-vis d'un certain nombre donc, de matières premières, dont du pétrole et du gaz russe. Et vous avez en fait une grande complexité dans toute la chaîne, en fait, puisqu'il n'y a pas... On regarde le brut, mais en fait, il faut regarder les produits, puisqu'on consomme des produits pétroliers. Oui. Regardons le diesel aujourd'hui. Le diesel est quelque chose qui est clé dans l'économie, puisque on sait que dans la construction, on utilise du diesel, tous les taxis utilisent du diesel. Le diesel est encore très important, notamment en Europe. C'est vrai qu'on est en sous-raffinage en Europe du diesel, mais ce qu'on raffine en Europe, c'est du pétrole russe pour faire du diesel. Et donc aujourd'hui, on est dépendant encore plus des US pour leur diesel, puisque consomment moins de diesel que ce qu'ils produisent. Sauf que ce qu'on appelle le crack spread, c'est-à-dire qu'en fait, la marge que vous avez en plus du prix du brut pour raffiner du diesel, elle est passée aux États-Unis sur les 4 derniers mois de $15 à $60. Voilà. Donc aujourd'hui, si je veux un baril de pétrole raffiné en diesel, je vais payer le prix du baril autour de $100, plus $60 de raffinage, 160. D'accord. Là où avant, j'avais un pétrole à 70, 80, plus 10, 12, 15. Voilà. Les produits pétroliers qu'on consomme, ils ne sont pas à $100 le baril, ils sont à 150 ou 160 $ le baril. Il y a un effet, effectivement, donc, un effet boule de neige, qui fait que ce problème-là, voilà. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez taxer les raffineries. Les raffineries, on est en sous-investissement sur la raffinerie, notamment en Europe, puisque tout notre raffinage pour des questions politiques, d'environnement, etc., est parti au Moyen-Orient. Donc, et ce qui se passe, en plus, ce qui est encore dingue, et ça permet de rebondir sur le fret et donc la congestion et les problèmes de logistique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une pénurie de tankers pour transporter ces produits raffinés. Puisque on n'en voulait plus donc des tankers, les produits raffinés, bon, là, c'est pas bien, etc. Et là maintenant, on se dit non seulement la transition énergétique, elle va prendre plus de temps, donc on en a besoin. Et puis avant, on avait ces pipes, on voulait plus justement qu'il y ait des bateaux qui fassent ça parce que ça pollue. Et maintenant, c'est plus les pipes, il faut remettre les bateaux. Sauf qu'on n'a plus les bateaux. Les bateaux, ils ont été scrappés, comme on dit, c'est-à-dire démantelés, vendus pour le prix de la ferraille. Et le temps que vous commandiez des nouveaux bateaux au chantier naval, chinois, ils sont fermés, c'est dommage, il faut aller uniquement chez les Coréens. Donc eux, ils ont une liste d'attente de 5 ans. Voilà, donc ça aussi, ça vient. Voilà, donc votre prix du diesel augmente, mais derrière, en plus, il faut le transporter. Et il n'y a pas assez de tankers. Donc derrière, il faut rajouter 10, 15, peut-être $20 par baril de transport. Et ça, une taxe ne fera rien là-dessus. Pourquoi est-ce que la transition va prendre plus de temps, Bertrand ? Moi, je pensais on le faisait peut-être mal pour sauver la planète, mais je me suis dit, on va le faire vite et bien pour assurer notre sécurité énergétique. Ça fait 2 leviers au lieu d'un, c'est toujours bon à prendre. Alors, je vais prendre un exemple concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des piliers en fait, de la stratégie qui est de pouvoir s'émanciper entre guillemets de la Russie, c'est d'importer, et donc le contrat Engie est un peu emblématique, importer du LNG, donc américain, du gaz américain, donc qui est liquéfié pour son transport, puisqu'on ne peut pas le transporter, ou c'est très difficile s'il n'est pas liquéfié. Après, il faut le regazéifier quand il arrive à destination. Sauf qu'aujourd'hui, clairement, on n'a pas assez d'infrastructures en Europe
pour pouvoir regazéifier ce LNG. Donc, et construire en fait un terminal de gazéification, de regazéification des LNG. Alors déjà, ça prend 3 ans pour avoir les permis, et ensuite encore 3 ans pour le construire. Donc vous avez 6 ans. Alors après, le truc sorti du chapeau, c'est de dire il y a des bateaux qui s'appellent des FSRU, qui sont en fait donc des grosses unités qu'on met très très loin, qu'on voit pas, on les entend pas, etc. Et qui vont regazéifier. Derrière, on met un espèce de pipe qui va aller jusqu'à la côte. Ouais. C'est le même problème. C'est-à-dire que moi, j'avais été investi donc dans des sociétés norvégiennes qui ont des FSRU, puisqu'il y en a 2 sociétés norvégiennes au niveau mondial qui sont leaders. Personne ne voulait de ces bateaux-là il y a encore 6 mois. Donc, si vous voulez, il y a une pénurie. Ils en ont, je crois qu'il y en a une de ces 2 sociétés, Golar, qui en a 2 disponibles, et l'autre, Hug, qui en a 1. Donc, il y a 3 bateaux au niveau mondial qui sont disponibles en FSRU. Ensuite, vous pouvez encore, effectivement, transformer des bateaux de transport de gaz en FSRU, donc qui ont une fonction un peu plus forte. Mais là encore, ça met... Il faut aller au chantier naval, et vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, le problème, il est, à court terme, compliqué. C'est-à-dire, donc, accélérer cette transition, pour moi, ça paraît compliqué à court terme. C'est-à-dire qu'au-delà des déclarations de bons procédés, ça paraît compliqué. Pareil, sur le vent, vous augmentez en fait le parc éolien. Regardez les résultats de Vestas. Comment est-ce possible que dans un environnement aussi positif pour une société où la demande n'a jamais été aussi forte en éolienne, un groupe comme Vestas, leader mondial, perde de l'argent ? Et donc parce qu'ils n'arrivent pas à s'approvisionner. Donc c'est pas parce que vous allez leur demander d'en faire 2 fois plus. D'accord. Ils vont même arrêter, ils vont pas vouloir le faire. Parce que 2 fois plus, ça veut dire qu'ils perdent en cash, ils détruisent, ils brûlent du cash 2 fois plus. Non. Donc c'est compliqué. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, que ce ne sera pas un soutien nécessaire à l'économie, mais c'est très compliqué à court terme d'accélérer ce process. François, donc vous avez commencé... Je fais le même constat sur les marges de raffinage. On a vécu avec des sociétés qui avaient en Europe $15 la tonne de pétrole raffiné. On était à 115, je crois, ou quasiment 120 depuis le début de l'année en moyenne. Ça fait la fortune des investisseurs délaissés d'Esso, par exemple. Mais c'est vrai qu'on le retrouve sur quelques compagnies et dans les résultats extraordinaires qui ont été sortis par Total, qui étaient, malgré la dépréciation de plus de 4 milliards liée à l'abandon de certaines formes de gaz russe, ils ont quand même réussi à sortir des résultats à 9 milliards pour le trimestre, qui était assez exceptionnel. D'ailleurs, si on peut en parler aussi, s'il y a une pilule de bonheur qu'on peut encore absorber au moment où on parle, même si elle date d'il y a une semaine, c'est quand même cette vague de publication qui a été au-delà des attentes pour la plupart des sociétés qui ont publié. On a eu quelque chose d'assez solide quand même ce premier trimestre. Est-ce que cette décorrélation entre ce que l'on perçoit des trimestres à venir et ce qui a été publié est amené à perdurer ? On se pose la question parce que finalement, les révisions baissières qu'on pourrait imaginer très fortes au moment où on parle suite à ces publications, elles ne sont pas vraiment là. Ça, un tout petit peu, mais on avait connu une très forte révision haussière en début d'année. Et pour l'instant, on la corrige que marginalement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part aussi un discours de la part des entreprises auprès de la communauté financière qui est encore assez, je trouve, empreint d'optimisme pour ce premier semestre. Et ça, c'est une chance ou un risque Non, c'est plutôt non, mais un c'est bien soutien. dans l'absolu. C'est un facteur de soutien. Ça veut dire que les multiples que nous avons actuellement sur le marché, qui se sont bien comprimés depuis le début de l'année, par ces bonnes publications, par ces baisses de cours, sont des multiples qui reviennent à des niveaux raisonnables. Maintenant, s'il y a une aversion au risque qui continue à aller encore plus loin dans le paroxysme, c'est sûr qu'on peut aller un peu plus bas. Mais déjà, quand même, que ce soit sur les taux, on peut se le dire, une bonne partie d'un crack est déjà passé. Hein. On a déjà eu assez mal. Sur les actions, je parle de l'indice CAC, on était à 7300 et quelques. Oui, en début d'année, En début d'année, on tangente les 6000 points aujourd'hui. On a déjà quelque chose de tangible qui s'est réalisé. Maintenant, on attaque les valeurs patrimoniales. C'est-à-dire que les GAFAM qui ont permis de limiter la baisse du Nasdaq à moins 20 commencent à être attaquées. Les valeurs du luxe, j'en parle même pas, elles ont baissé tout au long de la semaine dernière. On doit perdre 10% sur le secteur du luxe quand le marché fait moins 1,5 ou peut-être moins 3, moins 4 en Europe. Non mais, Kering, ça a commencé à baisser en août 2021. C'est à moins 40. On est d'accord, mais on a fait 1600 € sur Hermès qui tangente les 1000 € au moment où je vous parle. Voilà. Et c'est toujours 45 fois les résultats l'année prochaine. Voilà. C'est quand même ces valeurs-là. Quand on regarde, sur le secteur du luxe, typiquement, nous, on aime bien regarder les valeurs par rapport à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on regarde leur multiple historique, non pas par rapport au reste du marché, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, mais par rapport à leur propre historique interne de valorisation. Et c'est vrai qu'on est revenu sur le bas
de cette tendance. On est environ 30% inférieur à la moyenne des 5 dernières années en multiples et plutôt dans le bas de ce que les valeurs se sont traitées. Est-ce que ce sont des dossiers qui deviennent extrêmement à risque quand on paye 15 fois un carrying? C'est une question qu'on peut se poser pour la qualité des fondamentaux d'une entreprise comme celle-là. Est-ce que la résilience qu'elle a pu montrer. Est-ce que la référence, c'est la moyenne des 5 dernières années ou est-ce que c'est 5 années qui sont trop exceptionnelles pour être une référence en termes de valorisation? Alors, je vais transformer la question. C'est est-ce qu'un multiple à 30 fois est plus sensible au taux qu'un multiple à 15? Je réponds oui. Donc on y est toujours, quoi. C'est pas encore assez pas cher, quoi. Non, alors, c'est très raisonnable par rapport aux 12 derniers mois passés. Par rapport aux 12 prochains, ça peut encore être interrogatif. Comment on défend l'intégrité de la zone euro? Parce que ça, c'est quand même aussi le sujet pour la BCE, si je reviens aux banques centrales. C'est un énorme sujet. Et il faut abattre l'inflation, il faut éviter la chute de l'euro parce que c'est de l'inflation importée, etc. Mais dans le même temps, les spreads commencent à bouger. Plus de 200 points de base sur le spread Italie-Allemagne. Bah oui. Vous avez un outil magnifique qui s'appelle le CSPP, donc un outil d'achat de titres de crédit par la Banque Centrale Européenne. Elle en a usé à bon escient, puisque ça a permis quand même de limiter la casse, et c'est le seul acheteur. Dans ces marchés aujourd'hui, on ne voit que la Banque Centrale Européenne. Donc sur la partie crédit. Sur la partie crédit. Et on a un outil qui a été le PEP, qui s'est arrêté. On a l'APP, donc Asset Purchase Programme, qui va sans doute s'arrêter à la fin du mois de juin. Et cet outil a permis d'acheter, cumulé au PEP, à peu près plus de 700 milliards comme de dette italienne. 700 milliards de dette italienne, c'est 40% du PIB italien. C'est pas n'importe quoi. Et il se trouve que l'Italie a beaucoup souffert, comme d'autres, pendant la crise sanitaire. L'endettement italien, c'est à peu près 151% du PIB. On venait de 135% avant crise. Donc, détérioration très significative de la position budgétaire italienne. Elle n'est pas le seul dans ce cas-là, mais en tout cas, elle est la seule à être aussi endettée. Et avec une banque centrale européenne qui a permis, grâce à ses achats, encore une fois, plus de 700 milliards, de contenir toute tension sur le spread italien. Donc maintenant, le dilemme pour la Banque Centrale Européenne, c'est d'attendre, de faire ce qu'on attend d'elle sur les taux, parce que justifier aujourd'hui des taux négatifs, ça n'a aucun sens. Donc elle va le faire, elle va monter ses taux, mais c'est enferré dans une position un petit peu compliquée, puisqu'elle a communiqué cette séquence de fin d'achat des titres qui conditionnerait potentiellement la possibilité de monter les taux. Alors monter les taux, il faut le faire parce qu'il faut caper les anticipations d'inflation, il faut réagir. C'est un sujet extrêmement politique. Extrêmement politique. Et en Allemagne, je peux vous dire qu'il y a une sensibilité très très forte là-dessus. Mais en même temps, elle ne peut pas se permettre de laisser dériver les spreads de l'Italie. Donc il faut maintenir des conditions de refinancement attractives en zone euro. Et surtout, il faut maintenir un taux de financement de l'Italie inférieur à sa croissance nominale pour ne pas rentrer dans cette spirale qui rendrait la dette italienne non soutenable. Mais à ce stade, on est complètement désarmé face à ça. Alors, parce que l'inflation est trop élevée pour permettre de maintenir les achats, que la séquence a été réaffirmée à chaque fois que la question a été posée, y compris encore ces derniers jours. C'est difficile d'imaginer un U-turn total à 4 semaines du prochain meeting, alors que chaque fois la question a été posée et que chaque fois la séquence a été confirmée. Mais le joker, c'est soit un outil ad hoc, ça a été évoqué par Christine Lagarde en conférence de presse. Mais on n'a pas de détails. On n'a toujours pas de détails. Villeroy de Galhau a parlé d'utiliser le PEP. Les réinvestissements. Oui, mais c'est pas ce qu'on attendait. C'est pas tout à fait ce qu'on attendait, mais le fait qu'ils le disent est important parce que c'est sans doute un des membres les plus neutres au sein du Conseil de la BCE. Donc ça vient pas d'un pays latin, ce genre de commentaire. Ça vient de quelqu'un qui est extrêmement pondéré dans ses prises de parole. Donc ça prouve qu'il y a une réflexion en cours au sein de la Banque Centrale Européenne. Et de toute façon, ils devront agir.
Ils devront agir. Donc, oui, mais à quel niveau? Parce qu'on pensait déjà que 200 BP Italie, Allemagne, c'était... Mon cher Grégoire, c'est une question que nous nous posons régulièrement. Ah oui, je sais bien. Tous les 2 ans, tous les 3 ans, que sais-je. Mais on parle de niveau de douleur. C'est quoi le niveau de douleur du spread BTP-Bund qui va quand on a voilà. 7-8% d'inflation. Bah déjà, c'est ça la nouveauté. C'est des mots. Donc les mots vont venir. Avant l'outil, ça va être des mots. Donc, enfin, nous, on est encore pondéré sur l'Italie. Bah oui. C'est quelque chose d'assez structurel dans nos portefeuilles. Je pense qu'à un peu plus de 200 BP, on n'y est pas encore, sur le seuil de douleur. Mais quelque chose autour des 300 BP, oui, je pense que ça pourrait déclencher des choses. Oui. Ouais. On verra. Vendredi, François Villeroy-Gallo dit qu'il n'y a pas besoin de donner de détails spécifiques pour l'instant sur un arsenal anti-fragmentation en zone euro. C'est le genre de propos qui laisse entendre que soit effectivement il y a quelque chose qui se prépare, soit il n'y a rien qui est prêt pour l'instant. Non, moi je ne parierai pas contre la BCE. D'accord. Non, mais tous les investisseurs qui ont parié contre la BCE ont perdu. Donc, non, il faut retenir des leçons quand même. Elle met du temps, mais à la fin de la journée, elle prend finalement la bonne décision. Elle a été extrêmement créative. Oui. Bon, sur les marchés actions, pour finir, donc effectivement, c'est positionnement value aujourd'hui. Il nous reste l'énergie, ressources de base en général. Vers quoi d'autre est-ce qu'on a envie de se tourner, Bertrand? Alors, les banques, ça a lâché. Alors, il y a les banques, mais au sein des financières, nous, on regarde particulièrement l'assurance. Ouais, d'accord. Voilà, donc évidemment, donc l'assurance vie, la partie vie est plutôt positivement impactée par la pontification de la courbe des taux. Ensuite, on a même la partie, si vous voulez, dommages. On se rend compte que même au travers d'une récession, alors évidemment, c'est touché pareil, s'il y a moins de voitures assurées, c'est sûr que c'est moins intéressant, mais c'est quand même des business qui sont plutôt défensifs et qui aujourd'hui traitent, regardons AXA, traitent à un simple chiffre en termes de PER. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas cher, donc pour des bilans qui sont par définition sains, puisque depuis la dernière crise financière, on les a pas laissés respirer de ce côté-là. Donc on est à des Solvency 2, des ratios de Solvency 2, qui sont des ratios qu'on regarde, qui sont ceux qui ont été publiés récemment, ont été plutôt en haute fourchette. Ceux d'AXA, visiblement, vendredi, ont un peu gêné le marché. J'ai vu que c'était quand même sur ces considérations de Solvency 2 que le titre avait été quand même bien attaqué. Là, pour le coup, vous avez toute une autre série où c'était le contraire. Et pour le coup, là, on est vraiment à la... On ne peut pas dire que AXA soit aujourd'hui la société qui soit la plus à risque. S'il y avait, c'est vraiment la marche. Si on se prend vraiment dans une perspective de récession, le secteur dans son ensemble devrait être quand même plutôt défensif. Alors après, moi, la vraie question que j'ai aujourd'hui, c'est sur les pharma, parce que la pharma, c'est effectivement défensif. Ça a été quand même pas mal joué par beaucoup d'acteurs. On a des titres qui restent pas chers, comme Sanofi, mais on en a d'autres qui sont extrêmement chers, comme Novo Nordisk. Là, on est sur des 35 fois. Donc aujourd'hui, vous avez Netflix qui traite à 20 fois, quand Novo Nordisk traite à 35 fois. Donc le diabète à 35 fois, Netflix, que tout le monde connaît, à 20 fois. Bon, ça commence à être un petit peu quelque chose qui nous est un petit peu un red flag entre guillemets sur ce secteur. Donc on a un gros stock picking au sein de la pharma pour cet aspect défensif, et on a effectivement, on peut aller chercher donc des sociétés un peu comme de distribution comme Carrefour. Alors évidemment pas distribution spécialisée, des choses très peu cycliques, qui sont plus dans l'angle défensif. Encore une fois, moi, je n'ai pas actionné aujourd'hui à 100% le levier défensif. Je pense que c'est trop tôt pour le faire. Maintenant, je reste très fortement pondéré, comme je l'ai dit, sur l'énergie, sur les matériaux de base, sur l'assurance au sein donc, des financières. Et voilà. Et bon, je regarde effectivement aussi quelques dossiers de consommation un peu plus cycliques, qui aujourd'hui, effectivement, la consommation discrétionnaire. Mais on parlait du tourisme, on constate tous, on est à 500 mètres des champs, on constate tous qu'il y a du monde sur les Champs-Élysées en ce moment, et que les réservations, normalement, sont regardez les niveaux, multiples, on dit, les multiples sont faibles, mais c'est parce que les earnings sont trop élevés, etc. Même si vous coupez les earnings de 50%, vous restez sur des multiples qui sont à la moyenne historique. Donc, voilà, ça prouve quand même qu'il y a aujourd'hui donc un travail qui a été fait par le marché. Encore une fois, si on a des chiffres de récession, tout va baisser. Mais voilà, peut-être que ça baissera moins parce que ça a déjà beaucoup baissé. Bon, le thème dividende, ça aide à bien dormir Le thème dividende, oui, alors on l'a un peu rebrandé parce qu'aujourd'hui, quasiment la moitié des versements de dividendes, c'est des rachats d'actions. C'est-à-dire que la rémunération de l'actionnaire, elle passe pas forcément par la distribution, elle passe aussi par des entreprises qui déclarent des montants historiquement élevés d'utilisation de leur trésorerie pour acheter leurs propres titres et les annuler. Donc ça
relu de facto l'actionnaire de manière assez conséquente, je pense que c'est quelque chose qui peut perdurer. Mais la vitesse de la correction à laquelle nous assistons actuellement permet de remettre les compteurs à zéro sur un certain nombre de belles sociétés de croissance visible, pérenne, capacité de tenir les prix, de garder des marges, etc., dans des contextes difficiles, dans des secteurs qui sont en croissance, y compris dans des périodes de contraction d'activité du point de vue général. Et là, ça redevient achetable. Et donc, ça va très vite. C'est vrai que plus le marché va continuer dans cette sanction-là, plus on va retrouver ce qu'on avait perdu, des opportunités sur des belles valeurs de qualité. Et je crois qu'indépendamment des styles, aujourd'hui, la vraie réponse, c'est la qualité, c'est-à-dire trouver des entreprises sur lesquelles on est capable de justifier qu'à 5 ans, elle est non seulement présente, mais bien plus grosse qu'elle n'est aujourd'hui, et avec des fondamentaux, je dirais, les plus possibles loin de cette vieille économie qu'on pressentait mourir il y a quelques trimestres et qui renaît de ses cendres aujourd'hui. Mais pour combien de temps, je ne sais pas, parce que l'énergie, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on imaginait dans des contextes bien plus difficiles il y a une année. Bon, là, il y a quelque chose peut-être de séculaire autour de l'énergie. Puis je reprends l'exemple de Netflix. Quand Netflix était au plus bas depuis des années, un titre comme Marriott, par exemple, emblématique de l'hôtellerie, est au plus haut historique. Voilà, donc c'est la reprise en cas, mais inversée par rapport au cas de 2020. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Au terme d'une séance compliquée, moins 2,75% pour le CAC ce soir à l'arrivée. La sanction s'est encore alourdie dans les dernières minutes de cotation. François Chollet, DG de Montségur Finance, était avec nous en plateau, aux côtés de Franck Dixmier, directeur de gestion obligataire d'Allianz Global Investors, et de Bertrand Puif, gérant actions chez Fidelity.